Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation Économie sociale 101 et présentation du parcours d'accompagnement du pôle CN. Il y en a plusieurs que j'ai vus. Je sais qu'il y en a qui ont participé justement au Lab Créatique, qui est un événement qu'on a organisé il y a une couple de semaines. Sinon, ben, pour les autres, si on se connaît pas, enchanté. Euh, je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Frédéric Moisan. Je suis conseillère à l'émergence de projets collectifs au pôle CN depuis maintenant 2 ans, un bon 2 ans. C'est ça, j'accompagne les gens qui souhaitent démarrer des projets, soit d'OBNL ou de coopératives. Par le passé, moi, j'étais étudiante à la maîtrise à l'Université Laval, puis j'ai fait mon projet de recherche sur l'engagement des jeunes en économie sociale dans les milieux régionaux. Donc, je m'intéresse à l'économie sociale d'une perspective autant du parcours de vie des jeunes que les impacts que ça peut avoir, donc une perspective plus sociologique là, du mouvement de l'économie sociale. Donc, pour que vous sachiez un petit peu mon background. Puis depuis, ben là, j'ai les deux mains bien dans l'action en accompagnant pardon, des gens qui portent des projets là, très concrets. Donc, vous avez mes coordonnées ici. Je vais les remettre à la fin de la présentation si jamais vous souhaitez me contacter. Donc, juste un petit déroulement pour la formation. On va être ensemble jusqu'à 13h30. En fait, j'imagine qu'il y en a qui sont disponibles seulement pour 1 heure. Si jamais c'est le cas, ben, vous pourrez vous déconnecter. On aura un enregistrement. En fait, ben, sûrement que vous avez dû l'accepter, mais le webinaire va être enregistré parce qu'on souhaite pouvoir le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc, simplement vous aviser aussi que si vous souhaitez pas être entendu ou vu, vous pourrez poser vos questions à la toute fin. On aura une période là, prévue pour ça. Puis sinon, ben, pendant la formation, je vais quand même prendre des petits moments si jamais vous avez des questions. Si c'est pas un enjeu pour vous d'être entendu l'enregistrement, ben, vous pourrez y aller à ce moment-là. Donc, petit déroulement pour le webinaire. D'abord, on va commencer par un petit quiz pour démanteler les mythes en économie sociale. C'est toujours le fun de commencer par ça parce que ça vient vraiment établir là, les fondements avant de venir définir plus concrètement c'est quoi l'économie sociale, c'est quoi les principes en économie sociale au Québec. Par la suite, je vais vous présenter un petit portrait statistique de l'économie sociale au Québec. On va ensuite aller voir les différentes formes juridiques, donc de qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'OBNL, de coopérative, c'est quoi les différentes formes de coopérative. Puis, il va y avoir une petite introduction à la gouvernance démocratique, donc vraiment gouvernance démocratique 101. Et finalement, je vais vous présenter le parcours d'accompagnement du pôle CN, dont la prochaine cohorte va avoir lieu à l'automne 2025. Donc, sans plus tarder, je vous invite à scanner ce code QR pour pouvoir aller faire le petit quiz Mythes et réalité en économie sociale. Ce que je vais faire, en fait, paniquez pas, je vais juste changer d'onglet pour vous représenter le code QR juste ici et on va être prêt à le faire quand vous serez connecté. Faites-moi signe si jamais il y a un pépin. Sinon, je vous laisse encore quelques secondes pour vous connecter. Elle me dit waiting for presenter. Fait que je sais pas Ouais, si. c'est OK. normal, c'est parfait. C'est parce que justement, j'ai pas changé la slide encore, donc c'est bon signe. Euh, Puis, excusez. oui, Excusez-moi. Jean? Moi, je sais pas comment ça marche. Fait que Ah oui, en fait, est-ce que vous avez un téléphone intelligent? non. Ah, d'accord. Bon. Ben, dans tous les cas, c'est parce que, ouais, ça prend malheureusement un téléphone pour pouvoir scanner le code QR. Quoique, vous pourriez peut-être vous connecter sur un onglet sur Internet, là, sur votre ordinateur, puis rentrer le code sur menti.com, en fait, là, puis rentrer le code que vous voyez à l'écran, qui va être affiché dans le haut tout le long de la présentation ben, tout le long du quiz, en fait. Frédéric, Vous pourriez faire. je Oui. viens de l'essayer, là, puis ça m'affiche juste un gros code QR sur l'écran.
Puis si je change la slide comme ça, est-ce que Ah oui, je le vois. ça vous Je vois le C'est reste. ça. C'est ça, c'est ce qu'on veut. OK, parfait. Fait que je reviens. OK, good. Euh, en, f- en fait, dans tous les cas, même si jamais vous ne pouvez pas participer, c'est sûr que c'est le fun de pouvoir avoir les réactions des gens en temps réel. Mais ce qui est important, c'est ce que je vais ajouter comme contenu parce que c'est pas des questions. Vous allez voir, là, il y a des questions pièges un petit peu. C'est toujours pour montrer en fait que c'est nuancé. Donc, c'est jamais noir ou blanc. Il y a des zones floues, des zones grises. Puis, c'est le but du quiz, en fait, de venir déconstruire certains mythes autour de ça. Alors, on se lance. L'économie sociale, c'est un secteur d'activité économique. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, à votre avis? Donc, puis là, il faudrait que je sois en mesure de cacher les réponses. Je passe assez vite. On a presque tout le monde qui ont répondu. Donc, la plupart disent que c'est une réalité, certains pensent que c'est un mythe. Eh bien, cette question-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est souvent la minorité qui l'emporte. C'est un mythe. Donc, l'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité économique. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on retrouve des entreprises d'économie sociale dans tous les secteurs d'activité économique, en santé, en environnement, en agriculture, en TI. Donc, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Dans tous les secteurs d'activité économique, nous allons retrouver des entreprises d'économie sociale. Alors, c'est un premier mythe déconstruit. Deuxième question, les entreprises d'économie sociale peuvent faire du profit. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je ne veux pas que vous voyez les réponses des autres, ça va vous influencer. OK, bon, on va montrer les réponses. Donc, 8 personnes disent que c'est une réalité, 2 personnes un mythe. En fait, c'est une réalité. Les entreprises d'économie sociale peuvent faire du profit. Cependant, on ne parle pas vraiment de profit, mais plutôt de surplus économique ou d'excédent. Donc, c'est un jargon qui est différent. Puis le but d'une entreprise d'économie sociale n'est pas de faire du profit, plutôt de répondre à des besoins de communauté ou de ses membres. Donc, le profit est souhaitable, ben, les excédents sont souhaitables, mais c'est ce qu'on va faire avec ces excédents-là aussi qui changent d'une société par action, parce que les surplus vont être réinvestis dans la mission sociale de l'organisation ou peut-être, dans le cas d'une coopérative, peuvent être redistribués en ristourne auprès des membres. Donc, on ne cherche pas à s'enrichir en faisant du profit, mais vraiment à toujours s'assurer que la mission sociale est bien répondue. Voilà. Troisième question. Les entreprises d'économie sociale sont dépendantes des subventions et de l'État pour fonctionner. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, à votre avis? Encore quelques petites secondes, vous laissez le temps de... C'est plus difficile quand on ne voit pas les réponses des autres, hein. OK, on y va. Tout le monde a répondu que c'est un mythe. Ben, effectivement, vous avez raison, c'est un mythe. Les entreprises d'économie sociale ne sont pas dépendantes des subventions et de l'État pour fonctionner, je devrais peut-être dire ne devraient pas, parce que dans la réalité, il y a toujours, comme je disais, des nuances. Il y a certaines entreprises d'économie sociale qui ont besoin, la plupart pour démarrer, en fait, ont besoin de subventions pour le démarrage, pour fonctionner, mais ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise, le modèle d'affaires soit développé pour qu'il y ait un volet marchand, qu'il y ait des revenus autonomes et qu'elle puisse justement
jouir d'une autonomie financière pour répondre à sa mission sociale. Donc, les subventions sont là pour aider, certes, mais les entreprises ne sont pas dépendantes là, de l'État pour fonctionner. Alors, beau travail, tout le monde. Maintenant, les décisions sont plus longues à prendre parce que tout le monde doit être d'accord. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Encore 2 petites secondes. OK, on y va. OK, c'est plus partagé ici. Donc, 7 personnes disent que c'est un mythe, 5 une réalité. Euh, En fait, c'est nuancé. La vraie réponse, c'est que tout le monde ne doit pas être d'accord. Donc, c'est nécessairement un mythe. En économie sociale, c'est une gouvernance démocratique. On fonctionne à un vote à la majorité normalement. Donc, la majorité, c'est 50% plus un. Donc, c'est faux que tout le monde doit absolument être d'accord pour prendre les décisions. Ceci étant dit, ça reste une gouvernance démocratique et donc nous devons décider ensemble. On doit prendre le temps. Il n'y a pas une personne qui prend les décisions toute seule dans son bureau puis qui vient obliger les autres à suivre. Donc, nécessairement, ça demande plus de concertation. Ça peut prendre plus de temps, mais le fameux adage seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Bien, ça s'applique bien aux entreprises d'économie sociale, puis à cette forme de gouvernance-là qui est super riche pour l'adoption puis l'acceptabilité des décisions qui seront prises et donc pour la longévité là, des entreprises d'économie sociale. Ensuite, euh, les entreprises d'économie sociale ont une durée de vie moyenne plus longue que les entreprises privées. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? OK. Ouh, j'aime ça. 8 disent que c'est un mythe, 3 disent que c'est une réalité. En fait, c'est une réalité et pas à peu près. C'est-à-dire que dans les données qu'on a, en fait, démontrent que 85% des entreprises d'économie sociale existent depuis plus de 10 ans, alors qu'on est à 43% dans le secteur privé. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Puis, les entreprises d'économie sociale qui ont plus de 30 ans, on est à 39%. Donc, on voit que même sur le très long terme, les entreprises d'économie sociale sont super résilientes. Puis, ce qui explique ça, en fait, c'est que elles sont portées par un collectif, par les membres. Donc, si moi et Cynthia et Philippe, demain matin, on se part une entreprise d'économie sociale, on la fonde, mais que dans 3, 4 ans, ben, je suis tannée, je m'en vais, j'ai envie d'un nouveau défi ou peu importe, ben, l'entreprise, j'aurai pas besoin de la vendre ou essayer de trouver quelqu'un pour prendre la relève parce qu'on aura établi normalement, on aura une communauté qui se représente, des membres qui seront là et elle va continuer à être supportée là, donc par les membres. Donc la propriété est collective et elle est supportée par plusieurs personnes. Donc ça fait que le relais est plus facile à faire. Ensuite, je crois que c'est notre dernière question. Les entreprises d'économie sociale sont des organisations de petite taille. Mythe ou réalité? OK, allons-y. Ouh, la grande majorité disent que c'est un mythe. Mais vous avez raison, c'est bel et bien un mythe. Il y a des grandes entreprises d'économie sociale. On peut penser notamment au Mouvement des Jardins ou des grands festivals comme le Festival d'été de Québec, qui est un OBNL, Centraide, qui est un OBNL. Donc, vous voyez, il y a des grandes organisations en économie sociale. Ceci étant dit, la grande majorité des entreprises d'économie sociale restent des entreprises de petite taille, soit des petites ou moyennes entreprises. Puis on va voir les données un petit peu plus loin, là, c'était juste pour un
un petit appetizer pour déconstruire certains mythes en amont. Alors, merci pour votre participation. Est-ce que vous avez, avant qu'on continue la formation, avez-vous des réactions, des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Ça va? Parfait. Donc, je repartage mon écran. N'hésitez pas à m'arrêter si jamais vous avez des questions pendant la présentation. Alors, maintenant, allons définir l'économie sociale. Il existe toutes sortes de définitions de l'économie sociale, mais je vais y aller avec une assez basique que j'aime beaucoup. C'est celle de Daniel de Moustillier, donc qu'elle nomme, c'est de s'associer pour entreprendre autrement. C'est une très petite phrase, mais qui permet de réunir les trois dimensions importantes de l'économie sociale, qui sont la dimension sociale, soit de s'associer, se réunir, se mettre ensemble, la dimension économique, donc pour entreprendre, on crée une entreprise, on génère, on participe à l'économie du Québec, en fait, et la dimension politique qui est le autrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en s'associant et en créant des projets? Bien, l'objectif, c'est de venir répondre à des besoins de société, au mieux vivre ensemble, et de finalement se réunir pour répondre à nos besoins ensemble d'une manière démocratique. Donc, la dimension politique est super importante aussi. Euh, mais pour ajouter un petit peu à la définition, ben, l'économie sociale, c'est, comme je le disais, c'est d'abord et avant tout une réponse collective à des besoins sociaux. Donc, c'est de l'entrepreneuriat collectif, on se met ensemble, puis s'il n'y a pas de besoin, ben, ça ne sert à rien qu'on parte un projet. Fait qu'il y a des besoins et on se met ensemble pour y répondre. La réussite d'une entreprise d'économie sociale se mesure donc par le rendement à la communauté et non pas par le rendement en capital ou le rendement aux actionnaires. Il n'y a pas d'actionnaire dans une entreprise d'économie sociale. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, et donc, c'est de mettre l'économie au service du bien social. Donc, la réussite économique du projet. Est-ce qu'il y a une question ou c'est juste un micro qui est... Ça semble être un micro. Euh, Donc, c'est ça. Donc, c'est de mettre la réussite économique au service du bien social pour vraiment répondre à ces besoins-là, ces enjeux sociaux-là. Donc, plutôt que de chercher à faire du profit à tout prix, ben, c'est vraiment la personne ou les communautés qu'on va mettre au cœur des projets. Voilà. Et l'économie sociale est encadrée par une loi cadre depuis 2013 au Québec qui définit 6 grands principes. Puis c'est vraiment ces principes-là qui vont permettre de déterminer si une entreprise en est une d'économie sociale ou pas. Il faut vraiment répondre à ces 6 principes-là. Donc, une entreprise privée qui a une mission sociale ne va pas nécessairement être une entreprise d'économie sociale. Il y a vraiment des critères à venir répondre. Donc, on va faire le tour des 6 critères. D'abord, le premier, le plus important, comme je l'ai déjà nommé, la réponse à des besoins collectifs. Donc, s'il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien de démarrer une entreprise. Donc, elle existe d'abord pour servir ses membres ou la collectivité, puis répondre à leurs besoins. Deuxième critère, elle se distingue du pouvoir public. Donc, l'entreprise jouit d'une autonomie de gestion et elle n'est pas sous le contrôle décisionnel là, de l'État. Donc, elle est indépendante de l'État. Troisième principe, il y a une gestion démocratique, donc la gouvernance est démocratique, puis elle est gouvernée par ses membres. Donc, c'est le fameux un membre égale un vote, plutôt que une action égale un vote. Donc, dans les entreprises, des sociétés par action, plus une personne possède d'actions, plus elle a de pouvoir décisionnel sur l'entreprise. Alors que dans les entreprises d'économie sociale, tout le monde est égal et peu importe l'investissement financier que les individus font, tout le monde a le même poids décisionnel. Chaque membre a un droit de vote. Ensuite, quatrième critère, la viabilité économique. Donc, l'entreprise aspire à être viable économiquement pour répondre à sa mission.
Donc, c'est ce qui la distingue aussi du communautaire, en fait, c'est que l'entreprise va chercher à développer un volet marchand, à avoir des revenus autonomes pour pouvoir venir répondre à sa mission. Donc, comme on dit, elle se distingue elle n'est pas dépendante de l'État, euh, mais elle garde toujours sa mission sociale au cœur. Puis pour pouvoir garder cette autonomie-là, ben, elle va devoir vendre des biens ou des services pour avoir un revenu autonome qui permet toujours de répondre à cette mission sociale-là. Ensuite, la gestion des excédents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a des surplus économiques? On ne va pas redistribuer ça à des actionnaires comme dans le cas d'une société par action. On est plutôt euh, pardon. Dans le fond, l'entreprise va prévoir des règlements qui va soit interdire ou limiter la distribution des surplus économiques. Dans le cas de nos BNL, les surplus vont être réinvestis toujours dans la mission, donc les membres ne peuvent pas toucher là, à des ristournes, alors que dans le cas d'une coopérative, ben, il y a moyen de définir des règles qui viennent euh, réglementer justement la redistribution là, en ristourne auprès des membres. Mais c'est décidé démocratiquement justement entre les membres. Et finalement, la protection du capital accumulé en cas de dissolution. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que si l'entreprise veut se dissoudre, donc c'est la fin de sa vie, ben, elle ne peut pas être revendue à une multinationale ou à une organisation, n'importe laquelle. Il faut vraiment que les actifs qu'il reste dans l'organisation, ben, qu'elles soient redonnés ou partagés à une organisation qui a une mission similaire. Alors voilà pour les 6 grands principes de l'économie sociale. Et c'est vraiment, il faut cocher toutes les cases pour être considéré comme une entreprise d'économie sociale. Donc, les autres projets peuvent avoir tout à fait une mission sociale intéressante, mais sans nécessairement être dans ce cadre-là. Maintenant, on a une question. Je vais. Oui, Oui. Lynn. Oui, bonjour, merci pour cette présentation sur l'économie sociale. C'est vraiment aidant parce qu'on est à réfléchir à ça, la maison philo. En fait, c'est que moi, ce que je me demande, puis je ne sais pas si vous allez l'aborder, mais il y a une question de politique en arrière de ça. Puis je me disais, je m'explique là, c'est que est-ce que si on devient comme plus économie sociale, lorsqu'on demande des subventions gouvernementales, on n'est pas admissible à cause que ils vont calculer nos revenus. Puis là, on sera pas admissible. Puis là, ben, tu sais, c'est un peu comme, en tout cas, je voudrais avoir la réponse par rapport à ça, là, tu sais, Je comprends. il y a un enjeu J'imagine. là, en arrière politique, là. Alors, merci de la réponse. Ben, je vais essayer de répondre au meilleur de mes connaissances, mais effectivement, j'imagine que la maison philo, vous devez avoir, je ne sais pas si vous avez le programme, le PESOC, qu'on appelle le programme pour les organismes communautaires. Non, pas Non? encore. Non. OK, OK. Parce qu'en fait, ça, c'est un enjeu, effectivement, quand je faisais la distinction entre le communautaire puis les OBNL à volet marchand en économie sociale, ben, c'est que, effectivement, quand on est considéré comme un organisme communautaire, on a droit à des subventions, sauf que les revenus autonomes ne doivent pas dépasser, il me semble, 20 du revenu total de l'organisation. Sinon, ben, on vient enlever les subventions, puis là, ça rend l'organisation beaucoup plus fragile. Oui. Alors, donc, en économie sociale, ce qu'on cherche à faire, c'est en réfléchissant le modèle d'affaires en amont. Puis c'est pas toujours évident, là, j'en conviens. C'est pour ça qu'il y a de Oui. l'accompagnement aussi et tout. Mais Mhm. c'est d'essayer de réfléchir à toujours garder la mission sociale au cœur du projet. Les individus, comme on disait, c'est pas de vouloir faire du profit à tout prix et tout, mais c'est vraiment de chercher à développer un moyen financier que ce soit c'est pas obligé d'être auprès du public cible directement. Parfois, on s'adresse à des clientèles qui sont plus vulnérables, donc on veut pas leur charger à eux. Mais il y a moyen de créer des partenariats avec, par exemple, des organisations qui, elles, ont les moyens de venir financer, tu sais, puis que le service puisse être servi, le service puisse être offert à la clientèle qui est plus vulnérable, par exemple. Fait qu'il y a des moyens de réfléchir le modèle d'affaires pour que l'autonomie financière soit plus grande
et faire en sorte qu'il y ait moins de dépendance des subventions, par exemple. Mais c'est vraiment effectivement une question stratégique et oui, politique. Ça dépend aussi de l'écoute qu'on a des gouvernements des personnes qui nous gouvernent et tout. Donc, Mhm. voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais Ben oui, mais en même temps, tu sais, c'est les enjeux politiques et tout, la philanthropie aussi. Bon, alors là, je me dis, bon, on s'en va dans quel angle, là? On est comme dans tu sais, c'est comme si on était dans une forêt, là, puis il y a trois, quatre chemins, mais on ne sait pas quel chemin prendre qui va faire en sorte que ça va être le mieux pour la maison philo. Qui est quand même une mission intéressante là, pour le public. Alors, je me demandais, ben, c'est ça, quel chemin on prend, c'est pas évident, là. ben justement, c'est pour ça qu'on est là. Puis ça m'intéresse. Je connais pas votre projet, donc Ouais. si vous voulez, Lynn, écrivez-moi un courriel par la suite, Oui, puis on pourra prendre rendez-vous pour en discuter davantage. d'accord, merci. Merci. Donc, je vais poursuivre avec le portrait statistique de l'économie sociale au Québec pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de quelle ampleur ça a dans notre belle province. Donc, d'abord, juste vous mettre en contexte, c'est les données du rapport de l'Institut de la statistique du Québec qui sont sorties, c'est les données de 2016. Le rapport est sorti en 2019. Alors, j'en conviens, ça commence à dater un petit peu. On a une nouvelle recherche qui a été faite récemment, mais les données sont pas encore sorties. Donc, normalement, ça devrait être au cours de la prochaine année qu'on va avoir les données à jour. Mais pour là, en fait, c'est les données de 2016. Donc, sachez-le, ça l'a sûrement changé un petit peu quand même depuis. Donc, au Québec, il y a 11 200 entreprises d'économie sociale. Et parmi celles-ci, il y a 75 qui sont des OBNL, donc à volet marchand, qui ont un bien ou un service à vendre, 21 qui sont des coopératives et 3 qui sont des mutuelles. Pour les besoins de la formation, aujourd'hui, je vais pas trop parler des mutuelles, étant donné que c'est assez marginal là, dans le paysage de l'économie sociale au Québec actuellement. Et il fut un moment où ça a été beaucoup plus important, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur les OBNL et le coopératif. Ensuite, ça génère 47,8 milliards de revenus. Et le trois quarts, en fait, des entreprises d'économie sociale vont servir une clientèle de proximité, donc vraiment à l'échelle régionale. Donc ça, c'est super intéressant. Les revenus proviennent vraiment des milieux directement dans lesquels elles sont ancrées. Il y a 13 millions de membres. Ça surprend souvent parce qu'on est moins de 13 millions au Québec. En 2016, on devait être autour de 8 millions. Mais en fait, c'est qu'on peut être plusieurs fois membre d'une entreprise de différentes entreprises d'économie sociale. Donc, on peut être membre d'une librairie coop près de chez nous, d'une épicerie coop près de chez nous. Donc, c'est compté deux fois comme membre dans ce cas-là. Et c'est pas toutes les entreprises d'économie sociale qui ont des membres. Il y en a 71 qui ont des membres. C'est vraiment dans le cas des OBNL que c'est pas obligatoire d'avoir des membres. C'est sûr que c'est recommandé pour la vie associative et tout. Mais donc, vous voyez, c'est quand même, il y a un 29 là, des entreprises qui n'ont pas de membres. Et 5 de ces 13 millions de membres-là sont des organisations. Donc, les membres ne sont pas nécessairement des individus, ça peut aussi être des organismes. Ensuite, il y a 90 700 administrateurs, administratrices, donc qui siègent sur les CA. Et parmi ceux-ci, la grande majorité, donc 82 600, sont des membres ou des usagers. Le reste, en fait, c'est soit des représentants du public, parapublic ou des organisations autres. Euh, Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Tu sais, il y a le fait de pouvoir siéger sur un conseil d'administration. Il y a des besoins dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises d'économie sociale. Il y a des conseils d'administration. Donc, sachez aussi que c'est une belle façon de s'impliquer là, pour des projets qui ont des causes qu'on a à cœur. Normalement, vous pouvez regarder un peu sur Internet, voir les organisations que vous souhaitez rejoindre. Ben, vous pourriez aller siéger bénévolement sur les CA, puis c'est souvent des super belles expériences là, de travail.
Ensuite, il y a 220 000 emplois générés. Et donc, même chose ici, c'est super intéressant parce que les entreprises d'économie sociale sont des milieux où les emplois sont vraiment porteurs de sens en général. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux jeunes dans le cadre de mon projet de maîtrise, mais justement, la quête de sens dans les travails, puis des entreprises plus traditionnelles qui viennent pas nécessairement répondre à ce besoin de trouver du sens et de servir le social, ben, les entreprises d'économie sociale offrent vraiment des beaux cadres pour ça. Il y a 62% des emplois qui sont à temps plein. Et petite statistique intéressante aussi, 66% des salariés sont des femmes en économie sociale et 36% des salariés ont moins de 35 ans. Donc, ça rejoint beaucoup justement les femmes et les plus jeunes. Et finalement, une majorité de petites entreprises. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des entreprises d'économie sociale sont des entreprises de petite taille. Vous voyez, 65% ont moins de 10 employés. Puis, il y a seulement un 2% des entreprises d'économie sociale qui ont 100 employés ou plus. Donc, voilà pour un petit portrait statistique assez rapide pour mieux comprendre l'économie sociale au Québec. Maintenant, on rentre dans les différentes formes juridiques en économie sociale. On va parler des deux principales, soit les OBNL et les coopératives. Donc, pour faire la distinction entre les deux, dans les deux cas, on parle des personnes morales. Donc, les entreprises sont enregistrées en tant que personnes morales. Donc, les individus à l'intérieur ne sont pas responsables individuellement. Euh, Dans le cas de l'OBNL, la grande distinction, en fait, c'est qu'elles sont au service de la communauté, alors que dans le cas des coopératives, on est au service de ses membres. Puis là, on va voir tout à l'heure qu'il y a différentes catégories de membres selon le type de coopérative, mais l'OBNL est vraiment dans un objectif de répondre à une mission plus collective de communauté, alors que la coop, ben, c'est les membres qui vont déterminer leurs besoins, puis ils vont chercher à répondre à ces besoins-là. Donc, l'OBNL vise à répondre à des besoins sociaux. Elle va avoir un volet marchand, donc comme je le disais, là, la distinction entre l'OBNL communautaire et l'OBNL en économie sociale, elle va avoir un bien ou un service à vendre pour avoir des revenus autonomes. Par contre, s'il y a des excédents, ben, on ne va pas pouvoir les réinvestir ou les redonner aux membres dans le cas de l'OBNL. Donc, l'OBNL n'a pas pour but de vouloir réaliser des bénéfices là, pécuniaires. Les membres ne vont pas retoucher à ça normalement. Donc, les surplus vont vraiment être réinvestis dans la mission. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les gens travaillent bénévolement dans les OBNL. Il peut y avoir des très belles conditions de travail avec des salaires décents, des conditions de travail décentes. Donc, quand on parle de réinvestir dans la mission, ben, ça peut tout à fait être de pouvoir améliorer les conditions de travail, donc avoir des augmentations de salaire ou embaucher plus de personnes, parce que ça permet justement de répondre d'une meilleure manière à la mission sociale dans le cas de l'OBNL. Et il y a une gouvernance démocratique, donc le fameux un membre égale un vote. Pour les coopératives, donc ça vise à répondre aux besoins communs de ses membres. Et c'est une propriété collective par les membres. Donc, pas par les membres, mais par les membres. Pardon, il y a une petite faute dans le PowerPoint. Donc, les membres sont collectivement propriétaires de la coopérative. Et dans ce cas-ci, les membres peuvent toucher une ristourne. S'il y a des excédents, ben, ils vont voter ensemble qu'est-ce qu'on fait avec ces excédents-là. Est-ce qu'on les redistribue en ristourne ou on les réinvestit dans la mission pour justement améliorer les conditions de travail, acheter un nouveau du matériel qu'on aurait besoin pour répondre à notre mission, etc. Et c'est aussi une gouvernance démocratique, donc un membre, un vote. Et il y a 5 types de coopératives qu'on va aller explorer un petit peu plus loin. Donc, on va aller voir quelques exemples d'OBNL dans la région. Ah, mais d'abord, oui, si jamais vous portez un projet qui est en démarrage, puis que vous vous questionnez sur la bonne forme juridique que vous pourriez choisir pour le projet, il existe un outil, c'est la boussole entrepreneuriale. Vous pouvez aller voir sur Internet, là, puis dans le PowerPoint, on vous l'enverra, vous allez pouvoir cliquer directement. Mais c'est un petit quiz de 14 questions, là, ça prend une dizaine de minutes à remplir. C'est en fonction de votre profil individuel, vos intentions dans l'organisation. Puis à la fin du quiz, en fait, ça vous propose une forme juridique qui serait
qui serait intéressante pour vous. C'est à prendre ou à laisser, là. C'est vous qui voyez si ça correspond à ce que vous aimeriez. Mais en général, c'est quand même assez intéressant pour aiguiller là, les décisions dans ce sens-là. Puis justement par rapport à ça, excusez-moi, il y a ce que j'allais dire. Excusez, j'ai perdu mon idée. Si ça revient, je vous dirai. Juste sur l'écosystème, en fait, que vous voyez, l'économie sociale, ça se situe vraiment au cœur entre l'impact social et l'impact financier. Donc, c'est vraiment le mariage entre le volet économique et le volet social. Plus à gauche, donc dans l'impact social, on a les organismes communautaires, les fondations qui ont vraiment une mission purement sociale et qui vont pas nécessairement avoir de revenus autonomes. Les OBNL et les coops, dans l'économie sociale, on a dans l'impact mixte et plus vers l'impact financier, ben, on a les entreprises à mission sociale ou les entreprises plus commerciales, sociétés par action, etc. Donc, ça permet de bien imager le tout. Et donc voilà, on a quelques exemples concrets là, d'OBNL dans la région de Québec, de la capitale nationale plutôt. Donc, Réforme, qui est un OBNL qu'on a accompagné il y a quelques années là, via le programme d'accompagnement sismique, euh, qui, euh, qui est un OBNL en éducation sexuelle. Donc, ils ont développé des outils pour les professeurs dans les écoles pour pouvoir offrir une éducation sexuelle décomplexée aux enfants. On en voit beaucoup dans le milieu culturel. Il y a énormément d'OBNL, des festivals, des lieux de diffusion artistique. Donc, le Festif de Baie-Saint-Paul, c'en est un exemple. C'est un OBNL, mais il y en existe vraiment plus que ça aussi. C'est KIA, qui est la radio communautaire à Québec, qui est un OBNL également. Le Pignon Bleu, Recyclage Vanier, qui sont des entreprises d'insertion, donc qui emploient des personnes éloignées du marché du travail et qui vont pouvoir les accompagner pour éventuellement qu'ils puissent retourner sur le marché du travail. Monastère des Augustines, ici, qui est une entité patrimoniale qui offre toutes sortes d'activités, de l'hébergement pour le mieux-être, et finalement les urbainculteurs qui font de l'agriculture urbaine à Québec. Donc, vous voyez, on en retrouve dans vraiment tous les secteurs d'activité économique. Ce n'est que quelques exemples, mais il y en existe des tonnes. Et là, un beau tableau très chargé pour faire le comparatif des 5 types de coopératives. On va y aller une par une, donc ne soyez pas trop étourdis. Je vais prendre le temps de bien les expliquer chacune. Alors, d'abord, on a la coop de travailleurs. Donc, les types de membres dans cette coopérative-là, c'est les travailleurs. Donc, les travailleurs sont collectivement propriétaires de la coop, mais sont aussi les salariés. Donc, ils ont deux chapeaux à porter dans ce cas-ci. Les caractéristiques, ben, c'est les membres propriétaires, justement, et employés. Puis on en retrouve vraiment dans une grande variété de secteurs économiques là, au Québec, notamment dans les microbrasseries, TI. Ben, on va en voir des exemples un petit peu plus loin, là, mais vous allez voir, c'est vraiment dans tous les secteurs, là, très variés. Les objectifs, ben, tu sais, tantôt quand je parlais des besoins des membres, ben, dans le cas d'une coop de travailleurs, à la base, l'objectif, c'est de fournir du travail à ses membres et d'offrir des conditions de travail intéressantes, de s'offrir un travail à son image et de décider ensemble. Donc, généralement, on voit quelques individus, il faut être minimum 3 pour démarrer une coopérative de travailleurs. C'est souvent des gens qui ont envie justement de s'offrir un travail qui leur correspond et de se mettre ensemble pour décider, donc de ne pas être subordonné, par exemple, à une entreprise qui pourrait, à travers laquelle il n'y aurait pas de droit de parole ou de droit de décision. Donc, c'est super intéressant pour ça. Ensuite, la coop de consommateurs, ben là, les membres sont les consommateurs. Donc, c'est les clients qui sont techniquement copropriétaires de la coopérative et qui vont avoir un certain contrôle sur les produits et services qui sont offerts selon leurs besoins. Donc, nous, on a besoin d'avoir accès à de la papeterie pas chère, intéressante, diversifiée. Ben, on va créer une coop de consommateurs en papeterie pour s'offrir ça, par exemple. Et donc, les objectifs, ben, c'est de fournir des produits et services accessibles, de qualité et au meilleur prix possible à ses membres.
Et pour démarrer une coop de consommateurs, il faut être minimum 5 personnes. Ensuite, la coop de producteurs. Ici, les membres sont des producteurs, puis ça peut être à la fois des organisations ou des travailleurs autonomes. Donc, c'est rare, dans les coops de producteurs, on n'aura pas des individus membres, mais ça va vraiment être plus des entités, des personnes morales, en fait. Donc, les caractéristiques pour la coop de producteurs, ben, c'est des organisations ou des travailleurs autonomes qui vont s'unir normalement pour bonifier leurs activités, soit en mutualisant la mise en marché ou l'approvisionnement. Ils vont pouvoir partager de l'équipement ou sinon, ça peut être de partager un lieu de travail, par exemple un espace de coworking. On est plusieurs travailleurs autonomes dans différents milieux, puis on n'a pas de, on est tanné de travailler seul chez nous. Bon, on va créer un espace de coworking qui va être la coop. Pour être membre, ben, il faut être travailleur autonome, puis on continue à faire notre propre travail, mais on va pouvoir se réunir puis avoir une gouvernance pour ce qui est de l'espace de coworking ensemble. Donc, il faut être minimum 5 pour la coop de producteurs. Ensuite, coop de travailleurs actionnaires. Ici, c'est particulier. Les types de membres sont encore les travailleurs, mais ce qui est spécial, c'est que la coopérative va être actionnaire de la compagnie dans laquelle elle évolue. Donc, en fait, l'objectif, c'est, on le voit souvent dans le cas d'une reprise collective d'une entreprise privée. Donc, les employés vont se mettre ensemble, fonder une coopérative et vont venir siéger sur le conseil vont devenir actionnaires, vont siéger sur le conseil d'administration avec d'autres actionnaires qui ne sont pas membres de la coopérative pour pouvoir éventuellement participer à la qu'il y ait une participation démocratique à la gestion de l'entreprise, de pouvoir avoir un mot à dire sur les décisions qui se prennent dans l'organisation et éventuellement peut-être devenir une coopérative de travailleurs entière. Mais donc, c'est quand même un modèle intéressant pour faire le transfert là, du privé vers le collectif. Il faut être minimum 3 pour démarrer une coop de travailleurs actionnaires. Finalement, le cinquième type de coopérative qui est de plus en plus populaire au Québec dans les dernières années, c'est la coop de solidarité. Donc, ici, on a différents types de membres possibles, soit les membres travailleurs, des membres utilisateurs qui comprennent à la fois consommateurs ou producteurs, et des membres de soutien. Donc, ce qui est intéressant avec ce type de coop-là, c'est qu'il faut réunir au moins deux des trois catégories de membres pour la constituer. Donc, ça va être soit travailleurs et soutien, travailleurs et utilisateurs. Donc, il y a plein de scénarios possibles en fonction des besoins de l'organisation. Puis, c'est qu'il y a différents groupes qui ont nécessairement des intérêts et des besoins communs qui vont se réunir pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de commun entre ces différents membres-là. Sinon, la chicane va pogner puis ça fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse se doter d'une vision commune, puis permettre à l'ensemble des parties prenantes d'être impliquées dans la prise de décision, puis de répondre à leurs besoins. Et pour démarrer une coop de solidarité, il faut être minimum 5 personnes. Donc là, vous connaissez toute la théorie de base autour des 5 types de coopératives différents. On va aller voir des exemples concrets pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre là, comment ça s'applique ici dans la région. Je ne vais pas passer à travers chacune de ces entreprises-là, mais juste que vous voyez justement différents secteurs et tout. Donc, si on commence par la coop de travailleurs, ben, on a ici, par exemple, une coop en design web qui est Mambo Mambo, une microbrasserie, Les Grands Bois dans Saint-Casimir, dans Portneuf, Courant Alternatif qui est une coop de travail des électriciens, en fait, puis Construction Ensemble qui est une coop de construction. Fait que vous voyez, c'est vraiment dans des secteurs très, très variés. Pardon, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, coop de producteurs. On a souvent justement des organisations qui ont besoin de mutualiser des services ou des ressources qui vont se mettre ensemble. C'est le cas de Taxi Coop qui vont partager des voitures auprès de travailleurs autonomes qui sont les chauffeurs de taxi. AgroPure, qui est la coopérative laitière, ben, ça permet de faire la mise en marché du lait qui n'a pas à être géré par les différents producteurs laitiers.
qui vont pouvoir focuser sur la production et non pas sur la vente de leurs produits, par exemple. Le Grand Marché de Québec, qui est une coopérative de producteurs. Donc, chaque producteur et membre de la coop peut venir vendre ses produits et services au sein de la coopérative. Puis Méduse, qui est une coopérative de diffusion artistique qui réunit toutes sortes d'organisations dans le milieu artistique et culturel à Québec. Euh, dans les coops de solidarité, on a une coop en intelligence artificielle, Baseline, une coop de santé, coop SAPSA. On en a dans le milieu touristique ou de plein air, soit l'Affluent et Vallée-Bras-du-Nord. La Patente, qui est un atelier de réparation, qui est une coop de solidarité également. Et le quartier Petit Champlain, qui est une coopérative de solidarité qui réunit des membres producteurs également. Dans le cas des coops de travailleurs actionnaires, c'est plus rare, il n'y en existe pas beaucoup. Il y a la librairie Pantoute, qui est une coopérative de travailleurs actionnaires. Donc, il y a deux succursales, là, dans Saint-Roch et dans Saint-Jean-Baptiste. Puis Robotique, que honnêtement, je ne connais pas personnellement, mais qui fait, c'est plus justement dans le milieu de la technologie, là, qui font de l'automatisation. Et les coopératives de consommateurs, finalement, ben, vous les connaissez certainement. Desjardins, IGA Coop de Sainte-Foy, c'est pas tous les IGA qui sont des coopératives, mais il y en a certaines coopératives qui se sont organisées sous cette bannière-là. Donc, à Sainte-Foy, ça en est une. La coopérative funéraire des Deux-Rives, c'est une coop de consommateurs qui aide les personnes endeuillées là, à traverser ces moments difficiles-là. Et Coop Zone, qui est une coop de papeterie, justement, plus dans les milieux euh, universitaires ou du cégep. Donc voilà pour le portrait général des différents types de coopératives. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on parle de gouvernance démocratique? C'est beaucoup de stock. Je ne veux pas vous étourdir avec tout ça. J'espère que c'est assez clair et que ça vous informe bien des différentes formes juridiques. Puis, dans tous les cas, si jamais vous avez des questions plus spécifiques pour vos projets personnels, ben, vous pourrez m'écrire, puis on prendra le temps d'en discuter. Euh, donc, on achève la présentation. Il me reste une slide pour parler de gouvernance démocratique. Par la suite, je vous présenterai le parcours sismique. Donc, qu'est-ce que c'est que la gouvernance démocratique? J'ai essayé d'y aller de manière le plus vulgarisée possible parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe quand on s'y penche, mais pour Économie sociale 101, on n'entrera pas trop dans les grands détails. Donc, à la base, la gouvernance démocratique, ben, c'est de décider ensemble. Puis c'est un mode de gouvernance par les membres qui repose sur trois grands principes. D'abord, l'égalité des membres votants. Je le dis depuis le début de la formation, un membre égale un vote, peu importe la contribution financière des membres. Donc, on n'est pas à un niveau d'action, par exemple, dans une société par action, si quelqu'un a 100 actions versus un autre qui en a seulement une, ben, la personne qui a une action va avoir beaucoup moins de poids décisionnel dans l'organisation. Donc, dans la gouvernance démocratique, on est vraiment égal pour tout le monde. Ensuite, deuxième principe, la responsabilité des instances de gouvernance. Donc, c'est-à-dire, les instances de gouvernance, on a le conseil d'administration. Les membres qui siègent sur le conseil d'administration sont élus par les membres, plus général dans l'organisation. Puis, c'est que le conseil d'administration, c'est le gardien de la mission. Donc, c'est lui qui est responsable et imputable si jamais l'organisation se mettait à dériver de la mission puis que ça fonctionnait pas du tout. C'est vraiment au conseil d'administration de devoir ramener le bateau à bon port. Donc, il y a une responsabilité qui incombe aux administrateurs et c'est important d'en prendre connaissance. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi le scandale Saclic récemment au Québec, mais ça en est un beau contre-exemple justement de conseil d'administration qui a peut-être un petit peu eu certaines failles dans son modèle, dans sa direction en fait. Troisième grand principe de la gouvernance démocratique,
Donc, c'est des pratiques démocratiques qui sont fondées sur la participation. C'est-à-dire que quand on crée une organisation en économie sociale, on va instaurer des règlements généraux, on va pouvoir établir des pratiques de gouvernance, des instances, soit le conseil d'administration, le membership, on peut créer des comités. Puis on souhaite favoriser l'implication, la transparence, la concertation de plusieurs parties prenantes au projet. Donc, c'est pas parce qu'il y a un conseil d'administration, par exemple, de 5 personnes qui sont élues, qu'on s'en tient seulement à leurs décisions. On souhaite idéalement venir offrir des opportunités de consultation, parfois ponctuelles, parfois plus organisées, auprès de toute la communauté pour pouvoir s'assurer que la mission de l'organisation est toujours répondue. Donc ça, c'est une saine gouvernance démocratique quand on arrive justement à réunir les différentes parties prenantes puis à prendre en considération leur opinion dans tout ça. Donc, c'est ce qui conclut pour cette partie de la présentation. Donc, je vais juste arrêter mon partage pour vous voir. Donc, on a développé un super parcours d'accompagnement au pré-démarrage de projets collectifs. À la base, en fait, au pôle CN, c'était le programme sismique qu'on appelait, qui est financé en fait par le secrétariat à la jeunesse. Donc, c'était vraiment spécifiquement pour les jeunes de 18 à 35 ans qu'on offrait le parcours d'accompagnement. Sauf que récemment, on a transformé la formule pour pouvoir l'offrir en cohorte. Puis, ce qui permet, quand on le fait en formule cohorte, de pouvoir rejoindre plusieurs projets, puis de l'ouvrir à d'autres personnes qui seraient plus âgées que 35 ans. Il y a juste un prix différent selon l'âge, en fait. Je vous reviendrai pour les détails pour ça, mais c'est plus pour vous mettre en contexte sur le fait que on n'appelle plus le parcours sismique, si jamais vous entendez ça parfois. C'était l'ancienne formule, maintenant c'est le parcours d'accompagnement au prédémarrage des projets collectifs. Donc, c'est quoi en fait ce parcours-là? C'est un parcours soutenu là, sur 8 ateliers euh, en cohorte, donc différents projets qui vont se réunir ensemble pour tout ce qui est idéation et concrétisation de projets d'économie sociale. Donc, on a créé 8 ateliers de 3 heures. On se rencontre en personne. C'est sur 5 mois. La prochaine cohorte va débuter là, à l'automne prochain, en octobre. Ça va s'échelonner jusqu'à la fin février. On a des rencontres prévues, des dates prévues. Si vous scannez le code QR, justement, vous allez pouvoir tomber sur la programmation. Mais sinon, vous y avez accès sur notre site directement aussi. Mais c'est donc le but de ces 8 ateliers-là, puis de l'avoir créé sous cette formule-là qui est beaucoup plus structurée que de l'accompagnement personnalisé ou par projet, c'est que vous arrivez avec une idée de projet, vous savez, vous êtes déjà au moins 2 personnes, ça c'est important aussi parce que c'est des projets collectifs. Vous arrivez avec une idée de projet, soit de coopérative ou d'OBNL, à la phase d'idéation et vous avez besoin d'accompagnement pour pouvoir construire votre modèle d'affaires et vous engager là, dans une démarche complète de démarrage du projet. Donc, le but, c'est, même si c'est juste une idée qui est germée, vous pouvez participer au parcours, puis à la fin, ben, vous avez un modèle d'affaires qui est construit, validé. On vous envoie, il y a du temps sur le terrain qui est prévu pour que vous puissiez aller rencontrer vos publics cibles, rencontrer des partenaires, développer vos réseaux. Donc, c'est vraiment construit de manière à vous accompagner de A à Z du pré-démarrage jusqu'à l'étape de démarrage où est-ce que là, on vous réfère vers nos partenaires de l'écosystème pour la constitution de l'organisation. Donc, on l'a testé une première fois à l'automne dernier. Il y avait 7 beaux projets inscrits, puis ça a vraiment été apprécié. À la suite du projet pilote, on a fait un focus group pour faire le bilan, puis on a réadapté le contenu justement pour la prochaine cohorte qui va être encore plus adapté en fonction du feedback qu'on a eu des personnes accompagnées. Euh, et donc, c'est pour ça aussi, on le fait sur un petit peu plus longtemps, donc sur 5 mois au lieu de 3 mois, parce que c'est quand même assez soutenu comme quand on porte un projet, ça prend un peu de temps pour respirer aussi, puis digérer le tout entre-temps. Donc, on le fait d'une manière un peu plus aérée comme ça. Et il va y avoir une deuxième cohorte qui va chevaucher la première, donc de janvier à mai, pour la cohorte d'hiver prochain. Euh, puis quand je parle de projet en idéation,
En fait, sachez aussi que on peut vous accompagner si vous êtes des entreprises déjà existantes, mais que vous avez besoin de venir développer un nouveau volet ou d'accompagnement pour justement, si par exemple vous êtes un organisme communautaire, vous voulez développer un volet marchand, vous avez besoin d'aide à l'idéation de cette nouvelle branche de l'organisation-là, ben, vous pouvez aussi être éligible à participer au parcours d'accompagnement. Donc, je vais vous montrer rapidement là, le visuel du parcours pour que vous voyez un petit peu chaque atelier, qu'est-ce qu'on va aborder. D'abord, on définit la raison d'être du projet. Fait que, on est vraiment au cœur du projet. On cherche à comprendre pourquoi on le fait, pourquoi c'est nécessaire de porter ce projet-là. Par la suite, on va, au deuxième atelier, définir la solution et les publics cibles. Donc, on prend le temps de vraiment réfléchir à qui on s'adresse, c'est quoi les différentes catégories de publics cibles, quelles solutions on propose aux enjeux qui sont vécus par ces publics-là. Il y a du temps pour aller sur le terrain, pour aller à la rencontre justement de vos parties prenantes, du public cible de vos projets. Euh, Ensuite, on explore les différentes formes juridiques, mais d'une manière beaucoup plus approfondie que ce qu'on a vu rapidement aujourd'hui. Et la mobilisation des différentes parties prenantes au projet. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont construits sur 3 heures de manière à ce que vous puissiez travailler sur vos projets. Donc, il n'y a pas beaucoup de théorie, c'est vraiment, on vous partage les outils nécessaires, on vous fait échanger entre vous aussi. Donc, l'avantage des formules cohortes, c'est que l'intelligence collective est vraiment au cœur de l'accompagnement. Donc, les autres autour de la table ont des vécus différents, des parcours différents, des besoins et des compétences qui peuvent vous nourrir. Donc, les ateliers sont construits de manière à ce que vous puissiez échanger tout le monde ensemble. Puis c'est vraiment riche de voir à la fin qu'est-ce qui peut émerger de ça. Le quatrième atelier sert à structurer les étapes de réalisation du projet. Donc, on va être plus en train de vraiment faire de l'organisation, de la gestion de projet, les activités qu'on doit réaliser, les tâches et les ressources qu'on a besoin pour y arriver. Ensuite, il y a un atelier sur l'analyse de marché, puis les phases la phase de validation. Donc, on va préparer un prototype, un projet pilote à aller tester ou valider sur le terrain. On voit les différentes manières de faire. Puis ensuite, vous avez justement le temps, je pense qu'il y a 5 semaines à ce moment-là, pour aller sur le terrain, développer votre prototype, tester l'idée, avoir du feedback et adapter votre projet en conséquence. Ensuite, l'atelier 6, c'est bâtir les fondations de la gouvernance du projet. Donc, on réfléchit à toute la gouvernance démocratique. Ça va être qui les membres du projet, qui on veut avoir, qu'est-ce qu'on a besoin comme compétences pour le conseil d'administration, par exemple. Donc, on va vraiment travailler sur toute la structure de gouvernance du projet, qui est souvent un gros morceau quand même. Là, il faut prendre le temps de le faire. Le septième atelier, on parle de financement. On découvre la finance solidaire. Donc, le financement dans les projets en économie sociale est complètement différent que les projets au privé. Et on fait un amorce là, de prévision financière. Et finalement, le dernier atelier, on planifie les prochaines étapes, puis apprendre l'art du pitch. Donc, justement, à la fin, il va y avoir un gala de clôture où est-ce que les participants vont être invités à pitcher leur projet. C'est vraiment quelque chose d'assez amical. À la suite de tout ce parcours-là, les gens apprécient normalement pouvoir parler de leur projet, puis il y a des bourses à gagner. Donc, c'est vraiment un moment festif où est-ce qu'on se réunit, puis on rencontre les partenaires de l'écosystème pour les suites et tout. Donc, voilà pour le parcours en 8 ateliers. Euh, et justement, c'est quelque chose on a développé en fait beaucoup d'outils vraiment spécialisés pour l'accompagnement de projets d'économie sociale, parce que des projets d'entrepreneuriat collectif, c'est pas la même chose que de l'entrepreneuriat plus traditionnel. Puis les outils, on a essayé vraiment de les réfléchir de manière à ce que ce soit adapté au collectif. Puis les ateliers, comme je le disais, on est vraiment en interaction avec les autres projets. Vous avez beaucoup de temps pour développer vos projets, mais aussi pour rencontrer les autres. Normalement, il se crée une belle chimie là, dans des cohortes comme ça, puis l'intelligence collective aide beaucoup. Donc, tout ça pour dire que c'est d'une valeur là, de 3 000 mais grâce au financement qu'on a par le secrétariat à la jeunesse et la Fondation Lucie André Chagnon,
Ben, on peut l'offrir gratuitement pour les jeunes de 35 ans et moins. Puis, il y a un montant symbolique, en fait, de 100 dollars par équipe, donc par projet, euh, où est-ce que tous les membres du projet ont plus que 35 ans. Donc, on accepte les personnes de plus de 35 ans, mais au coût de 100 dollars. Puis, il faut aussi savoir qu'il faut être membre solidaire du pôle CN pour pouvoir participer au parcours. Mais toutes les informations se trouvent là, sur le site web. Si vous scannez le code QR ici, vous allez arriver directement sur la page. Puis vous avez aussi mon contact là, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis en fait, normalement, dès maintenant, tout devrait fonctionner pour l'inscription. Il y a un petit formulaire de pré-inscription à remplir. Puis je vous contacte par la suite pour établir les premiers, pour s'assurer justement qu'on va bien répondre à vos besoins. Et donc, pour pouvoir obtenir l'accompagnement nécessaire à la prochaine cohorte qui va débuter après l'été, là, donc à l'automne prochain, le 7 octobre prochain. Puis si jamais vous avez besoin d'accompagnement avant ça, vous avez des questions plus spécifiques, écrivez-moi, puis on pourra voir justement de quelle manière on pourra s'adapter. Mais généralement, si vous avez justement une idée de projet puis que vous avez besoin d'accompagnement plus soutenu, que vous croyez que ce parcours-là pourrait vous être utile, moi, je vous encourage fortement à aller vous inscrire à la cohorte pour l'automne prochain. Donc, voilà, c'est ce qui conclut l'atelier d'aujourd'hui. Vous avez mon contact ici, puis vous pouvez évaluer l'atelier si ça vous chante. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du feedback sur la formation. Constructif aussi, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir que des étoiles à me lancer, évidemment.